Bonjour à tous, ravi donc de vous accueillir, de prendre le relais pour animer cette deuxième table ronde qu'on a choisi de consacrer à un sujet en apparence un peu plus aride, mais qui représente de fait un enjeu crucial, celui de la gouvernance territoriale des politiques de l'emploi. Alors, je vais faire un bref rappel historique. En 1999, Lionel Jospin, certains s'en souviennent peut-être, interpellé par des salariés dont les emplois étaient menacés, avait dit «L'État ne peut pas tout». Et 25 ans plus tard, nous sommes tentés de reprendre évidemment à notre compte ce constat et de le compléter en indiquant que non seulement en matière d'emploi, l'État ne peut pas tout, mais surtout l'État ne fait pas tout. Effectivement, ces politiques font intervenir de très nombreux opérateurs publics et privés, qui composent tous ensemble un écosystème extrêmement riche dont la coordination revêt de fait un enjeu essentiel. Voilà, donc sans plus tarder, je vais me décaler et inviter donc sur scène les 4 participants de cette table ronde. Donc Monsieur le ministre Olivier Dussopt, je vous invite à monter sur scène. Vous avez notamment porté le projet de loi plein emploi devant le Parlement. Madame Anne-Marie Jean, que je n'ai pas encore vue, bonjour, vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, en charge des affaires économiques. Madame Joëlle Martineau, vice-présidente de l'UNCAS, médecin urgentiste et ancienne élue locale. Monsieur Denis Darnan, sous-directeur à la Direction générale de la cohésion sociale, en charge de l'inclusion, politique d'inclusion. Alors bonjour à tous. Comme Jade précédemment, nous allons commencer par opérer en tout cas par formuler quelques éléments de cadrage. Et donc j'invite sur scène Marie-Charlotte Simon, qui va nous proposer un premier thème essentiel consacré donc à cet écosystème du service public de l'emploi. Bonjour à tous. Merci à tous d'être là pour discuter avec nous aujourd'hui de la gouvernance territoriale. Je ne vais pas repasser sur les mesures de la loi. Je pense que vous avez eu le temps de les approcher avec la première table ronde. Simplement, nous ici, on va se concentrer sur la gouvernance au sens de la coopération entre les différents acteurs. Donc nous, ce qu'on entend par gouvernance territoriale, c'est vraiment l'organisation de la coopération entre les différents niveaux entre les différents acteurs, donc collectivités, État, et les opérateurs publics et privés. On a essayé de vous schématiser du coup cette nouvelle coopération, cette nouvelle gouvernance territoriale qui a été portée par la loi plein emploi. Ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui, c'est qu'effectivement, avec autant d'acteurs que vous pouvez le voir sur cette cartographie, des départements, des régions, des communes qui sont derrière Légion, des comités territoriaux pour l'emploi, on les a évoqués rapidement tout à l'heure, mais on y reviendra plus longuement pendant cette table ronde. Le ministère, bien sûr, les OPCO, tout ça, ça participe de la politique publique de l'emploi. Qu'est-ce que la politique publique de l'emploi? C'est tout ce qui concerne finalement l'accès au marché du travail. C'est tout ce qui concerne aussi les actions pour les entreprises, pour développer l'emploi et les activités. Autour de ça, on a également tout ce qui est formation, développement économique et insertion. Donc vous vous doutez bien qu'au final, ça représente énormément d'acteurs qui doivent travailler ensemble, qui doivent coopérer. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans la loi de 2023, on a tout un titre, le titre numéro 2, qui est consacré à l'organisation rénovée et à la coordination plus efficiente des acteurs. Donc je vous laisse tout de suite débattre sur ce premier temps de la table ronde. Merci beaucoup. Donc effectivement, ces premiers rappels, alors très synthétiques, on n'est pas rentré forcément dans le détail de la répartition des compétences entre tous les opérateurs, mais c'était l'objectif aussi, c'était de rappeler la complexité de cet ensemble formé par des acteurs publics et privés et qui concourent tous sous des modalités diverses donc à la réalisation des objectifs de la politique de l'emploi en France. Donc, je vais peut-être commencer par me tourner vers vous, Monsieur Dussopt, puisque vous avez porté le projet de loi devant le Parlement, projet de loi plein emploi. Vous avez également suivi de près, je pense, les travaux ayant préfiguré la création de France Travail. Et donc la question que je voulais vous adresser en premier lieu, c'était, est-ce que vous pouvez nous donner les raisons pour lesquelles ce chantier a été jugé prioritaire, celui de la gouvernance, à la fois donc par les rédacteurs du rapport de préfiguration France Travail, mais également par le législateur, au point donc, comme le rappelait Marie-Charlotte, de lui consacrer un chapitre entier dans le projet de loi pour le plein emploi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Peut-être pour répondre à cette première question, revenir sur le contexte qui prévalait lors de la préparation du projet de loi. Projet de loi portant à la fois sur les mesures d'accompagnement, de rénovation de l'accompagnement des allocataires du RSA, sur les questions de formation, sur les questions de recherche d'emploi, de gouvernance du service public de l'emploi, et puis comme l'a rappelé Caroline Decarle, une grosse partie sur les questions liées au handicap.
Nous sommes en 2022, lorsque le travail commence, et lorsque je nomme Thibaut Guilly en charge de la préfiguration du projet France Travail, c'est-à-dire à la fois la transformation de Pôle emploi, mais aussi cette nouvelle politique. Et à ce moment-là, je dis à ce moment-là, car les chiffres sont un tout petit peu différents aujourd'hui, nous sommes sur une tendance à la baisse du nombre de chômeurs et de demandeurs d'emploi, avec un taux de chômage qui est autour de 7,1, 7,2%. Aujourd'hui, nous sommes plutôt autour de 7,5, mais les tensions de recrutement restent présentes. Mais à 7,1, nous sommes dans une période de grande tension de recrutement. Et nous estimons que les tensions de recrutement que l'on connaît en France sont à peu près les mêmes que celles qui sont connues en Allemagne, par exemple, mais avec un décalage de points. C'est-à-dire que les tensions que nous connaissons autour de 7% en France sont globalement celles que l'Allemagne connaît plutôt autour de 3, 3,5%. Ça fait partie aussi des explications sur la description du marché du travail. Et quand nous sommes dans cette situation-là et que nous avons cette volonté d'aller vers un plein emploi que l'on définit comme un objectif de 5%, nous savons que celles et ceux que nous allons devoir accompagner ou raccompagner vers l'emploi sont ceux qui rencontrent le plus de difficultés, parce qu'au chômage depuis souvent très longtemps, parce que privés d'un certain nombre d'atouts en matière de mobilité, d'accès au logement, de garde d'enfants, parfois touchés par la maladie ou par le handicap, et donc avec un travail de fond qui est encore plus important pour aller vers l'emploi. Ça explique tout ce que nous avons fait dans la loi, du renforcement et de l'accompagnement de l'insertion pour les allocataires du RSA jusqu'aux questions de gouvernance comprises dans le titre 2. Et si nous avons voulu ce titre autour de la gouvernance, ce n'est pas par passion de la comitologie ou du travail sur les structures ou la rationalisation des structures de gouvernance. C'est parce que nous avons considéré qu'à un moment et à ce moment-là, les derniers obstacles qu'il fallait lever pour avoir une chance d'atteindre le plein emploi, et je pense que nous y arriverons peut-être un peu plus lentement que ce que nous avions prévu en 2022 du fait du ralentissement économique, ces chances-là ne pouvaient être réunies que si nous modifions suffisamment la gouvernance pour avoir avec nous, c'est-à-dire avec l'État, celles et ceux qui, par leurs compétences, sont capables de lever les freins dans l'accès à l'emploi. Et ces freins étaient identifiés de manière très nette. La question de la santé, je l'ai dit, la question du logement, la question des transports et la question de la garde d'enfants. Et dans un pays décentralisé sur ces compétences-là, transport, logement et garde d'enfants en particulier, si vous ne travaillez pas étroitement avec les collectivités locales, vous ne pouvez pas lever ces freins-là. Et l'État, depuis Paris, comme depuis les directions départementales, ne peut pas seul lever les freins en matière de logement, de transport et de garde d'enfants. Il faut s'appuyer sur les collectivités. J'ai été maire pendant 10 ans et je sais la puissance aussi des collectivités sur le terrain. Mais lorsqu'on s'appuie sur les collectivités, il ne faut pas imaginer que les collectivités vont être dans un rôle de sous-traitante de la politique de l'État, ou pire, d'exécutante. Et si vous voulez avoir une chance que les collectivités puissent avancer avec vous et mettre en œuvre des mesures qui permettent justement de résoudre et de lever ces freins, il faut les associer aux décisions qu'elles vont devoir mettre en œuvre. Et donc c'est là l'explication de la gouvernance que vous avez rapidement aperçue sur les schémas. Dire que désormais, au-delà des partenaires sociaux qui sont des partenaires naturels, historiques de la question de l'emploi, mais plus particulièrement de la question de l'indemnisation des chômeurs au travers de l'UNEDIC, notre objectif est d'associer au niveau des instances de gouvernance les collectivités qui sont finalement les partenaires devenus essentiels de cette marche et de cette logique de plein emploi. D'où le comité national, avec chacun des niveaux de collectivité représentés, d'où le comité régional, plutôt tourné autour des questions de formation, de compétences, avec un copilotage entre l'État et la région, les comités départementaux, plutôt tournés autour des questions d'insertion, avec notamment l'accompagnement des allocataires du RSA et un copilotage État-département, et puis la création des comités territoriaux. On y reviendra très certainement, mais ces comités territoriaux ont un objectif particulier, qui est de permettre une déclinaison et une forme de différenciation pour que les enjeux de chaque bassin puissent être mieux pris en compte. Et d'ailleurs, nous avons prévu qu'au niveau des comités territoriaux, le copilotage soit assuré par l'État et les collectivités, avec un pluriel qui est un pluriel volontaire, puisque nous pensons que ce sont aux élus locaux, localement, que doit revenir le fait de choisir qui est le mieux à même, quelle est la strate la plus à même de copiloter avec l'État. Et parfois, il y en aura peut-être deux. Mais dans un bassin d'emploi marqué par des questions d'insertion, c'est logique que le département soit en première ligne. Dans un bassin d'emploi marqué par des questions de transport, c'est logique que l'intercommunalité soit en première ligne. Et donc, c'est aussi ce choix d'une forme de subsidiarité que nous avons voulu laisser au niveau des comités territoriaux. D'accord, merci pour ces premiers éléments de cadrage, effectivement, qui rappellent le contexte dans lequel la loi s'est inscrite. Alors je vais me tourner vers vous, Monsieur Darnan, puisque en tant que sous-directeur de la DGCS, vous suivez de très près la réforme des modalités d'accompagnement des allocataires du RSA. Et donc les questions que je voulais vous poser concernent donc de fait d'abord votre regard sur la mise en œuvre. Vous avez un an maintenant à peu près
peu plus puisque l'expérimentation a commencé avant. Vous avez un peu de recul sur cette réforme et je voulais aussi vous interroger sur les équilibres à trouver en fait entre le cadre posé par la loi, donc la refonte de ces modalités d'accompagnement, et le principe de libre administration des collectivités territoriales qu'on trouve dans la Constitution. Et donc, de fait, voilà, il existe certainement des marges de manœuvre, des marges en tout cas que les collectivités peuvent investir justement pour définir des projets qui répondent plus précisément à leurs besoins, dans le cadre posé par la loi. Voilà. Merci beaucoup. En quelques mots, d'abord sur votre première question, avec un petit peu plus d'un an de recul. D'abord, je voudrais saluer les territoires pilotes, expérimentateurs. Ils étaient 18 dans un premier temps, 49 ensuite, parce qu'il fallait un petit peu de courage pour se lancer dans ce projet. Et c'est vraiment dans le déploiement des politiques publiques, c'est quand même extrêmement riche d'avoir des avant-gardistes qui vont, d'une certaine manière, essuyer les plâtres, mais aussi pouvoir montrer le chemin pour les suivants. Et si je peux vous en parler aujourd'hui, c'est parce que on a eu cette approche, et je crois que dans la méthodologie, c'était extrêmement important. Ça illustre ce que disait Monsieur le Ministre, de côté État, de co-construire avec les acteurs de terrain. La réforme, au-delà d'ailleurs de la gouvernance qu'on met en place, mais la construction, le déploiement de la réforme, il se fait aussi en dialogue avec les acteurs de terrain. Et quand je dis terrain, c'est collectivités locales, mais aussi les acteurs associatifs, les opérateurs type caisse locale de sécurité sociale, etc., France Travail, qui peuvent être tous partie prenante. Le premier apprentissage fort de ces expérimentations, ou plutôt de ces pilotes, c'est qu'on avait vraiment besoin de coordination. Dans les constats qui ont fondé le rapport de préfiguration qui était évoqué il y a quelques instants, on avait le fait qu'on avait plein de bénéficiaires du RSA qui étaient perdus dans la nature. C'est une triste réalité, la Cour des comptes l'a documenté. Des personnes qui n'avaient plus d'orientation, qui n'avaient plus de rendez-vous avec leurs référents depuis extrêmement longtemps. Et donc là, on ne donne à ces personnes aucune chance de retourner vers l'emploi. Et donc la partie presque la plus mécanique de la réforme, qui était déjà un défi technique, c'était de s'assurer que tout le monde puisse être inscrit rapidement à France Travail, avoir un diagnostic individualisé qui prend en compte la situation de la personne, avoir une orientation vers le bon dispositif d'accompagnement, qui vers France Travail, parce que la personne n'est pas trop éloignée de l'emploi, qui vers la mission locale, Cap Emploi, le conseil départemental ou d'autres acteurs. Et ça, on voit que ça marche. Sur tous les nouveaux inscrits, là, il n'y a plus de trous dans la raquette. On a l'enjeu de le faire avec tous ceux qui sont déjà bénéficiaires du RSA, mais ça, c'est un élément important. Le deuxième apprentissage fort, il est au niveau de l'intensification de l'accompagnement. On reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure des grands équilibres de la réforme. C'est une réforme qui à la fois exige plus des demandeurs d'emploi, mais aussi la promesse d'avoir un accompagnement plus dense, plus adapté, et dans lequel les deux parties s'engagent avec ce totem, d'une certaine manière, des heures d'activité. Et on voit que concrètement, dans la plupart des territoires d'expérimentation, ça se passe bien, avec d'ailleurs y compris des excellents retours des usagers concernés qui manifestent de la satisfaction qu'on s'occupe enfin d'eux et qu'on travaille à lever leurs difficultés, à résorber leurs problèmes de garde qui les empêchent d'accéder à un emploi. Voilà, et donc ça, c'est le deuxième pilier de la réforme, qui reste encore à pleinement déployer sur tout le territoire, trouver les bonnes organisations, on y reviendra peut-être un petit peu, mais en tout cas, on construit avec les parties prenantes concernées une offre d'accompagnement qui garantit qu'on puisse intensifier les parcours. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire aux personnes vous allez faire 15 heures dans une semaine, il faut qu'il y ait une offre de formation, d'immersion en entreprise, de consultations spécialisées pour lever certaines difficultés de santé qui vont intensifier le parcours de la personne. Donc voilà, ça c'est les deux axes forts de la réforme et qui, je crois, dans les territoires pilotes sont bien déployés. On a des retours positifs, y compris, on parlait d'études d'impact dans la table ronde tout à l'heure, y compris sur des éléments chiffrés de retour à l'emploi qui sont plus favorables dans les territoires pilotes que dans des territoires comparables. Sur votre deuxième question, celle de la libre administration des collectivités locales, en fait, la réforme ne remet pas du tout en cause cet élément. J'ai bien vu le caractère un peu provocateur de la question, en tout cas pour m'amener sur la réponse. Mais en fait, on crée les conditions pour que les collectivités elles puissent pleinement exercer leur rôle. On a beaucoup de présidents de conseils départementaux ou de techniciens dans les départements qui, ces dernières années, face au RSA, étaient quand même un peu démunis, manque d'indicateurs de pilotage, ils ne savaient pas ce qu'étaient devenus les bénéficiaires du RSA qu'ils avaient orientés vers Pôle emploi à l'époque, dans certains cas, ou vers d'autres opérateurs, pas d'éléments sur la performance du système d'ensemble, la performance de leur orientation.
Donc beaucoup d'éléments de frustration. Et en fait, et on y reviendra peut-être dans la suite, mais le cœur de la réforme, c'est de dire on crée une gouvernance dans laquelle l'État et les collectivités locales, au premier rang, comité départemental pour l'emploi, comités territoriaux pour l'emploi, et les parties prenantes autour, France Travail, la CAF, la mission locale, etc. Vous devez vous poser ensemble pour construire un diagnostic de votre territoire, le bassin d'emploi, le département, la région, quelles sont les forces et les faiblesses, le profil des personnes en demande d'emploi ou au RSA. Qu'est-ce que nous, on peut apporter? Moi, mission locale, moi, département, moi, France Travail, j'ai une offre d'accompagnement, je peux proposer des éléments de levée des freins pour certains, d'autres, des accélérateurs de formation. Et il faut que toutes ces institutions, c'est ce à quoi sert la gouvernance, je crois, qui a été posée, puissent faire masse de leurs forces, et faire masse de manière aussi rationnelle et partagée que possible, c'est-à-dire pas intervenir à deux au même endroit, et à contrario, pas laisser des trous dans la raquette avec un déficit d'offres d'accompagnement ou de réponse aux besoins. Je parle plus particulièrement des usagers du service public de l'emploi et des ministères du RSA, mais aussi aux besoins des entreprises. Et les élus locaux, ils sont extrêmement sensibles. Voilà, Merci, non, mais merci beaucoup, merci pour votre réponse. Je me tourne vers vous, Madame Jean, puisque vous êtes vice-présidente de l'Eurométropole, vous êtes aussi conseillère municipale de Strasbourg. Et donc, je voulais peut-être commencer par vous poser la question effectivement des compétences exercées par l'Eurométropole et par la commune, effectivement, dans le domaine alors, du développement économique et de la politique de l'emploi, et puis aussi vous interroger sur votre stratégie en matière d'emploi de proximité. Quelles sont les composantes des actions que vous menez sur le terrain, justement au service à la fois des demandeurs d'emploi, mais également des entreprises? Merci de votre invitation. Alors, effectivement, des compétences portées à la métropole plutôt sous l'angle développement économique, comme vous l'avez dit, et portées par la commune plutôt sous l'angle solidarité et insertion. Et en fait, on l'a déjà entendu bien dans les précédentes interventions, on est à la croisée des deux, avec le travail autour de l'emploi et dans un rôle permanent de coordination et d'ajustement. Donc, la façon d'agir de la métropole, c'est d'une part de soutenir financièrement un certain nombre d'acteurs du territoire. Côté développement économique, nous soutenons par exemple la Maison de l'Emploi, dont nous sommes le premier financeur, qui agit, Maison de l'Emploi de Strasbourg, mais qui agit sur l'ensemble du territoire du Bas-Rhin. Nous soutenons les 2 missions locales qui interviennent sur notre territoire, un certain nombre d'autres acteurs plutôt côté développement économique, un certain nombre d'actions également portées par les chambres consulaires. La chambre de métier notamment porte énormément d'actions autour du développement de l'apprentissage et nous soutenons certaines d'entre elles. Nous soutenons la création d'entreprises et tout particulièrement l'aide à la création d'entreprises dans les quartiers politiques de la ville. Donc voilà, tout un volet d'actions plutôt avec l'angle développement économique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour répondre aux besoins des entreprises et leur permettre de se développer le plus sereinement possible. Et puis, le volet qui est plus du côté partant des personnes en recherche d'emploi et qui va être plus du côté de la solidarité, mais également des acteurs de l'insertion par l'activité économique, aux côtés desquels nous sommes très très fortement, parce qu'on voit bien aujourd'hui, en tout cas sur notre territoire, sur lequel on a un taux de chômage qui est à peu près la moyenne nationale. On est à 7,5% sur le territoire métropolitain, mais avec à la fois des entreprises en grande difficulté de recruter sur un grand nombre de profils. Il y a des profils qui, depuis fort longtemps, quand on cherche un informaticien, quand on cherche un technicien de maintenance, on sait que c'est compliqué depuis longtemps. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus un secteur de recrutement où les entreprises, ou d'ailleurs les employeurs publics, parce que les employeurs, c'est aussi les hôpitaux, les EHPAD, etc., qui eux aussi ont des difficultés de recrutement. Il n'y a quasiment plus un secteur où il n'y ait pas des tensions. Et en même temps, il y a un nombre important de personnes qui sont en sincère recherche d'emploi et en sincère difficulté à en trouver. Et en fait, aujourd'hui, on fait le constat qu'en gros, ceux qui sont employables sont en emploi, pas forcément dans l'emploi de leur rêve, pas forcément au salaire de leur rêve, mais sont en emploi, et que ceux qui n'y sont pas, ils sont vraiment avec des freins compliqués à lever. Donc il faut vraiment qu'on travaille sur la levée de ces freins, l'accompagnement avec notamment les acteurs de l'insertion et de la solidarité. Ça me permet de rebondir, puisqu'effectivement vous évoquiez les freins périphériques, on les a abordés dans le cadre de la première table ronde, et je sais que, nous savons peut-être que la commune et également la métropole portent un certain nombre de compétences de proximité, avec un rôle à jouer, notamment pour lever alors, les freins en matière de mobilité, mais aussi de garde d'enfants, et dans la loi pour le plein emploi, on trouve, alors la loi est venue créer
créé en fait ce qu'on appelle le service public de la petite enfance. Donc l'objectif, c'est d'offrir des solutions de garde aux demandeurs d'emploi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la création de ce service public sur votre territoire? Est-ce que ça répondait de fait à un besoin avéré, par exemple, de coordination? Enfin, voilà, est-ce que vous... Alors, il est un peu tôt, à mon sens, Oui. en tout cas sur notre territoire, pour mesurer une différence, puisque l'engagement sur les mobilités, voilà, Strasbourg est connu pour être actif depuis fort longtemps sur le tramway, tous les transports en commun, le réseau express métropolitain qui a été le premier en France, les pistes cyclables, bref, toutes les solutions proposées à toute personne, mais notamment aux salariés, pour faire leur déplacement domicile-travail au tarif le plus bas possible, puisque sur tous ces modes, bon, je mets à part les pistes cyclables dont l'usage est gratuit, mais surtout les transports publics avec des systèmes de tarification qui sont très avantageux pour les personnes en recherche d'emploi ou celles ayant des petits revenus. Donc on n'a pas attendu la loi plein emploi pour le faire et pour intégrer ce besoin. Et en tout cas, depuis que pour ma part je suis élue depuis 2020, dans tous nos projets d'aménagement, et quand on réfléchit à la mise en place d'une future zone d'activité par exemple, une des premières questions qui se posent, c'est est-ce qu'il y a un moyen de transport en commun, est-ce qu'on peut faire en sorte que les salariés puissent accéder à leur travail en transport en commun plutôt que d'installer une zone au milieu de nulle part où il n'y ait que la voiture individuelle qui soit la solution, à la fois dans une optique d'accès à l'emploi, mais aussi de respect de la qualité de l'air, etc. Donc cette dimension mobilité était déjà fortement intégrée. Celle au niveau de la garde d'enfants également. C'est peut-être au niveau du logement que la connexion n'était pas forcément aussi fortement faite, et c'était pas non plus d'ailleurs un besoin qui était exprimé par les entreprises. Quand on travaille avec les entreprises, notamment dans le cadre de la Maison de l'Emploi qui regroupe toutes les fédérations professionnelles, les acteurs de l'emploi, et des directions d'entreprise également en direct, c'était plutôt des freins de nature de formation qui était travaillé, donc le besoin de créer des formations spécifiques pour répondre à des besoins sur lesquels les entreprises ne trouvaient pas des personnes disposant des compétences nécessaires, des besoins d'évolution des emplois, toutes les questions de transition énergétique et écologique qui sont à l'œuvre actuellement modifient les métiers, donc on a besoin de modifier les formations. Donc voilà, ces questions de formation et de compétences étaient vraiment au cœur jusqu'à présent, et les questions d'insertion. Et là, ces dernières années, la question du logement est venue de façon beaucoup plus forte, et donc on travaille davantage là depuis 2 ans, mais notamment depuis ces derniers mois avec la mise en place de ces nouveaux dispositifs pour rapprocher au mieux et faire évoluer aussi dans nos zonages de PLUI les possibilités pour des entreprises de créer des logements, parce qu'un certain nombre sont demandeuses de ça, plan local d'urbanisme intercommunal. Donc les documents d'urbanisme, en fait, chez nous à Strasbourg, mais comme un peu partout en France, les 40 dernières années, on a plutôt organisé l'urbanisme en mettant des zones d'activité à certains endroits où il n'y a que de l'activité, qui éventuellement est bruyante, etc. Et donc surtout, on n'y met pas d'habitation pour ne pas générer de mauvaise cohabitation. D'autres zones qui sont des zones commerciales, d'autres zones qui sont des zones d'habitat, y compris habitat dortoir. Et on voit un petit peu les limites de ces modèles. Et aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises en fait, sont prêtes à créer des logements, quelques logements dans leurs locaux, pour permettre d'accueillir des nouveaux salariés le temps qu'ils trouvent un logement, ou d'accueillir des intérimaires ou des emplois saisonniers quand il y a des activités saisonnières, pour résoudre ce problème. Et en fait, aujourd'hui, les outils d'urbanisme ne le permettent pas la plupart du temps. Quand on est dans une zone d'activité, les seules choses qu'on peut y mettre, c'est de l'activité économique à l'exclusion de tout logement. Donc on regarde aussi, on travaille avec les acteurs économiques pour voir comment on peut faire bouger sans transformer une zone d'activité brutalement, y faire pousser des logements de tous les côtés, mais de trouver les ajustements nécessaires pour permettre de répondre aux besoins. D'accord, merci beaucoup. Vous évoquiez tout à l'heure les complémentarités de fait entre votre politique en faveur de l'emploi et puis les politiques en faveur de l'insertion. Donc je me tourne vers vous, Joëlle, puisque vous êtes vice-présidente de l'UNCAS, et j'aimerais donc avoir votre point de vue justement sur ce continuum en fait formé par les politiques de l'emploi et les politiques en faveur de l'insertion professionnelle. Alors, savoir si les CCAS sont en plein impliqués, totalement. D'abord, j'ai milité, j'étais la voix sociale des travaux du SPI pendant plusieurs mois. J'ai eu la chance de participer à ces réflexions pour dire qu'on ne pouvait pas réussir un retour à l'emploi de personnes éloignées de l'emploi sans avoir la sphère sociale. Le CCAS,
si le département est le chef de file des territoires sur le plan social, les CCAS, c'est la première porte que l'on pousse quand on se retrouve en grande précarité. Avant, c'était les personnes les plus démunies, les plus pauvres, les plus dépendantes. Maintenant, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est monsieur qui a perdu son emploi, qui a perdu son commerce, qui a l'artisan qui se retrouve en grande difficulté avec toute la cascade et l'escalade, la désescalade sociale, l'éclatement familial, plus la possibilité de pouvoir payer ses charges et puis se retrouver parfois même à la rue. Et les CCAS sont là pour faire un diagnostic avec des travailleurs sociaux armés pour faire cela, et puis essayer de reconstruire et de trouver des solutions du territoire, parce que chaque territoire a énormément de possibilités. La seule chose, c'est que les personnes ne le savent pas, et les personnes en galère encore moins le réflexe de frapper aux bonnes portes et d'être sur les bons rails. Et donc les CCAS essayent d'accompagner et de remettre sur la voie. Moi, j'aurais 2-3 remarques à faire vraiment pratico-pratiques du terrain. D'abord, pour moi, le travail, c'est quand même la meilleure des solutions pour sortir et pour lutter contre la pauvreté quand on a la possibilité, bien sûr, de pouvoir travailler. La deuxième chose, qu'auteur de la stratégie de la lutte contre la pauvreté des enfants en son temps, quand j'étais présidente de l'UNCAS, eh bien évidemment que dès le plus jeune âge, on doit travailler sur ce parcours pour mettre les enfants sur les rails, quels que soient les niveaux sociaux. On a fait des propositions, il y en a qui sont en application, il y a encore du chemin à faire, mais en tout cas, c'est le premier axe. Une autre suggestion de commission, d'ailleurs de réflexion Magellan, là on parle de l'accès à l'emploi, il faudra peut-être se poser la question du coût du travail pour les entreprises, parce que parfois c'est aussi un frein à mon sens. J'ai participé au grand débat lancé par le président de la République il y a quelques années. J'ai été dans les endroits les plus compliqués, des accueils de jour, de SDF, des femmes en grande difficulté, des personnes en situation de handicap sur toute la France. Chaque fois, je n'ai jamais entendu des gens demander plus de moyens, plus d'argent. Ils demandaient juste une reconnaissance de leur personne et l'accès à un emploi, parfois adapté quand c'était nécessaire. Enfin, à cette occasion, j'ai rencontré des femmes très pauvres, sur, je crois, Amiens peut-être, ou sur un territoire comme ça. Ce qui m'a frappée, c'est que ces femmes, elles vantaient en plus l'éducation qu'elles avaient donnée à leurs enfants, pour un certain nombre, dont les enfants étaient devenus, avaient des très beaux métiers et avaient un très beau parcours professionnel. Elles cachaient leur situation de grande précarité parce qu'elles avaient honte par rapport à leurs enfants. Mais la remarque qui m'était venue est de dire, mais ces femmes, elles ont déjà une compétence, c'est-à-dire qu'elles savent élever des enfants, les mettre sur les rails et les mener à un beau parcours. Et ça, c'est des choses à prendre en compte quand on veut remettre des personnes sur un emploi. Puis enfin, j'ai des expériences de territoire avec mon CCAS. Je viens de Nice, j'étais adjointe à l'action sociale pendant 14 ans à Nice, en construisant accueil de jour et accueil de nuit digne. Le préfet me reprochait d'avoir fait l'accueil de nuit un hôtel. Ben oui, c'était l'hôtel des SDF. Et j'avais réussi en son temps à faire venir Pôle emploi, la directrice qui m'avait dit que quelle était cette idée délirante de proposer à Pôle emploi de venir dans l'accueil de jour. Eh bien, je peux vous dire qu'au bout de 2 ou 3 passages de leur directrice, elles ont trouvé ça absolument fabuleux. Et on a réussi à remettre des personnes, alors bien sûr SDF, vous le disiez Madame la Ministre, parfois des personnes qui ne pourront pas accéder à l'emploi parce que la maladie mentale a pris le pas, trop dégradée et qu'il faut déjà remettre en prise en compte, enfin, sur l'aspect santé, mais on a réussi, avec la confiance et des mois et des mois de travail, à remettre des personnes SDF dans un parcours d'emploi, avec la fierté après de dire qu'ils étaient autonomes, qu'ils avaient leur emploi, même pas dans les logements sociaux, et qu'ils avaient retrouvé leur dignité. Donc, de fait, en proposant un accompagnement global
et en coordonnant, toutes les parties prenantes. Tout à Et fait. donc sur ce sujet-là, j'avais une question à vous adresser, alors peut-être à M. Dussopt et à M. Darnan, sur les expérimentations. Je pense à l'expérimentation territoire zéro non-recours, je pense aussi à l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée, qui ne sont pas des dispositifs, en tout cas des expérimentations tout à fait comparables, mais qui peut-être partagent un certain nombre d'objectifs et de caractéristiques. J'avais envie de vous interroger sur ce que ces nouvelles approches, en fait, et ces nouvelles expérimentations disent du rôle que l'État, en fait, entend jouer dans les territoires, du rôle qu'il souhaite endosser et du rôle aussi qu'il souhaite donner aux collectivités territoriales et aux acteurs de terrain. Voilà. Je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être en quelques mots pour dire que derrière votre question se cache en réalité la très grande disparité des acteurs, des politiques et des actions qui sont menées bassin d'emploi par bassin d'emploi. C'est aussi à cela que nous avons voulu répondre. On reviendra peut-être tout à l'heure sur les comités locaux, Oui. mais ces comités locaux ne s'installent pas dans des déserts. Ils s'installent, ils sont créés, formalisés dans des territoires sur lesquels les collectivités sont engagées de manière différente d'un territoire à l'autre et avec des organisations différentes. Vous avez des endroits où vous avez des comités territoriaux pour l'emploi et la formation qui fonctionnent depuis longtemps, parfois au sein de maisons de l'emploi, parfois au sein de structures contractuelles, parfois au sein de syndicats mixtes, mais ça marche, et ça marche parfois bien, parfois moins bien. Les résultats sont inégaux et c'est normal. Et donc il faut tenir compte de cette diversité-là. Ce qu'on a cherché à faire avec la loi, et je terminerai sur les deux expérimentations que vous avez évoquées, c'est de reconnaître la singularité et l'utilité de tous les acteurs qui participent à cette politique de l'emploi et de l'insertion. Il y a par exemple à l'article 7 des dispositions qui permettent de donner un statut, c'est-à-dire le statut d'acteur du service de l'emploi, et vous notez que je ne dis pas du service public de l'emploi, mais bien du service de l'emploi en général, à des associations que nous avions mobilisées les années précédentes au travers de dispositifs financés dans le cadre du plan de relance pour le repérage, pardon pour les termes, parce qu'on parle d'hommes et de femmes, mais le repérage des invisibles, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui passent sous les radars, toutes celles et ceux qui, par leur singularité, les difficultés rencontrées, ne viennent pas vers des institutions, y compris ne viennent plus vers des institutions de proximité comme les CCAS. Je pense à des détenus en fin de privation de liberté, donc au moment de leur libération, qu'il faut accompagner de manière spécifique. Je pense à des mineurs sortis de l'ASE, ou des jeunes majeurs plutôt sortis de l'ASE, et dont on sait les difficultés. Je pense à des dispositifs appuyés sur, en tout cas adossés à des situations d'accompagnement de polytoxicomanie, qui ont été mis en place dans tous les quartiers, dans toutes les villes, et financés grâce à ces appels à projets. Et nous avons fait le constat de leur efficacité, à la fois pour repérer, pour accompagner et pour personnaliser les parcours. Et plutôt que de les maintenir dans une situation, je parle des structures, de précarité liée à des financements par appel à projets et au rythme de leur renouvellement, nous avons reconnu à ces structures une utilité publique, une utilité d'intérêt national, d'intérêt général, et intégrée au service public de l'emploi. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que désormais, ces associations peuvent être labellisées d'une certaine manière, agréées, et bénéficier de financements de droit commun, soit de l'État, soit de la part de France Travail, pour mener des actions qu'elles mènent aujourd'hui dans le cadre d'après le projet, mais de manière plus structurée et plus pérenne. Ce que nous avons fait pour les associations, nous l'avons fait pour l'ensemble des autres acteurs. Et l'idée est vraiment d'avoir le râteau le plus large possible pour essayer de personnaliser un maximum et de répondre à l'hétérogénéité des situations et des territoires. Viennent s'ajouter à cela d'autres expérimentations, des expérimentations que nous avons initiées. Je pense à celles qui ont été menées sur l'accompagnement des allocataires du RSA, M. Darnan les évoquait, avec d'abord 19, puis 42 bassins d'emploi, et aujourd'hui une généralisation et des taux de retour qui sont bons, et tant mieux. Ça passe là aussi par une forme de partage des bonnes pratiques. Il n'y a rien qui soit imposé, mais un partage des bonnes pratiques, ça permet aussi de remettre l'accent sur l'insertion. Je fais une parenthèse chiffrée, mais il faut mesurer, c'est une des raisons de l'échec de la politique du RSA au cours des 20 dernières années. Mais il faut mesurer que lorsque le RMI a été créé en 1988, la loi disait que 17% des crédits consacrés au RMI en général devaient être consacrés à l'insertion et l'accompagnement et 83% à l'allocation. Ces 17% ont été ramenés à 16% lors de la transformation du RMI en RSA. Cette barre des 16% a été purement et simplement supprimée dans son caractère obligatoire lors du transfert du RSA en termes de gestion aux conseils départementaux. Et le résultat, c'est qu'en 2022, c'était les chiffres dont nous disposions, la part des crédits RSA consacrés aux questions d'insertion était de 8% au niveau national. Et derrière ce chiffre de 8%, qui est évidemment insuffisant, vous aviez des départements où on était à 20 et des départements où nous étions à 0, soit par difficulté, parce que ça pouvait arriver, soit par choix aussi, sur les priorités d'accompagnement. Et donc, nous essayons de corriger cela et plutôt d'aller vers les bonnes pratiques. Donc, des expérimentations qu'on a initiées et qui permettent de généraliser un nouvel accompagnement. M. Darnan l'a dit, les premiers résultats que nous avons montrent que les premiers satisfaits sont les allocataires
parce qu'il y a une prise en considération de leurs difficultés, parce qu'ils retrouvent un accompagnement qu'ils n'avaient plus, parce qu'ils retrouvent un contact et des êtres humains qui leur répondent sur les différents aspects de leurs difficultés, ce qui n'était plus le cas jusqu'à présent. Puis il y a des initiatives que nous n'avions pas sollicitées. Quand je dis non, nous, c'est l'État, mais sur plusieurs années. Et c'est notamment le cas de Territoire Zéro Chômeur. Territoire Zéro Chômeur n'est pas une initiative d'État, c'est une initiative associative qui a été reconnue par une loi votée, et même 2 lois votées par l'Assemblée, et qui donne lieu à un financement public. Soit d'abord par l'agrément de territoire, et ce n'est pas l'État qui a agréé les territoires, c'est un comité scientifique qui relève de l'association Territoire Zéro Chômeur, et l'État vient ensuite en accompagnement financier, pour un coût extrêmement élevé par emploi accompagné, et avec des interrogations, je les partage parce que je les ai partagées avec les porteurs des dispositifs, sur le fait qu'il s'agit de création de CDI dans des secteurs extrêmement particuliers, puisque caractérisés par un caractère non concurrentiel, et qu'une question qu'on doit systématiquement se poser, c'est à quel moment devrons-nous considérer que le fait de financer un emploi de manière indéterminée en termes de temps, pour une durée indéterminée, est une bonne politique, dans la mesure où nous créons finalement des emplois, mais des emplois qui sont sous perfusion d'argent public de manière totalement, pour une durée indéterminée. C'est comme si nous avions des emplois aidés, mais en CDI, ce qui n'a jamais été véritablement le sens des dispositifs. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse le bilan de ces opérations-là, parce qu'il y en a de nombreuses qui ont été lancées. Et là aussi, je pense que les résultats seront très hétérogènes. Et c'est normal quand on initie. Et puis il y a enfin d'autres expérimentations sur la question des non-recours. Mais sur la question des non-recours, je ne le dis pas pour le minorer. C'est plus une question de lutte contre la pauvreté qu'une question d'insertion. Mais la lutte contre la pauvreté permet aussi de donner aux allocataires les moyens de sortir de la difficulté, les moyens d'accompagner leur propre parcours d'insertion. Mais c'est majeur et je suis sûr que M. Darnan va compléter avec les travaux qui sont en cours sur la solidarité à la source. C'est un sujet auquel nous sommes attachés tous les deux. Dans le rapport d'évaluation de la réforme de l'assurance chômage qui a été publié il y a quelques jours, il est rappelé notamment que le non-recours à l'assurance chômage est aussi un phénomène persistant et structurel. Donc je pense que dans le cadre de cette expérimentation, on doit aussi traiter ces situations de non-recours aux allocations auxquelles certains demandeurs d'emploi ont droit. Voilà. En tout cas, ce qui est commun entre, vous parliez de méthode dans votre première question, entre la façon dont l'État agit avec ses partenaires, et au premier rang desquels les collectivités, dans le déploiement de la loi plein emploi et territoire zéro non-recours, c'est l'adossement à l'expérience, à l'expertise des acteurs de terrain. On parlait pour la loi plein emploi des territoires pilotes préfigurateurs. Dans TZNR, on a 39 territoires expérimentateurs qui vont de la commune au département. Le point commun, c'est une très grande horizontalité que l'État encourage, c'est-à-dire que dans ces 2 projets, dans ces 2 phases, à chaque fois, on essaie de susciter des échanges très forts entre tous les porteurs d'expérimentation, les pilotes, qui confrontent leurs expériences, y compris ce qui ne marche pas. Enfin, on parle des bonnes pratiques, mais aussi expliquer pourquoi on a raté quelque chose, ça évite aux voisins de refaire les mêmes erreurs. Et puis, ça veut dire aussi dans la posture État, donc accompagner cette horizontalité, la susciter, être en capacité de reprendre de la verticalité dans un sens ascendant, c'est-à-dire capter ce qui marche bien pour en tirer soit des dispositifs pérennes, soit le déployer, le généraliser. Et puis remettre de la verticalité descendante, mais au service des territoires. Et ça se manifeste par la volonté d'outiller les territoires, les expérimentateurs, ceux qui font sur le terrain. Dans Territoire zéro non-recours, l'exemple, c'est les kits pour les échanges de données. Quand on est une collectivité, a fortiori une petite collectivité, qu'on veut faire du repérage des non-recourants, qu'on a besoin d'échanger avec la CAF, il y a plein d'obstacles juridiques et techniques. Et donc, on a vu qu'il y avait un besoin qui remontait, donc on a essayé de l'outiller. Dans le cadre de la loi plein emploi, l'outillage, ce sont les communs. Je ne sais pas si Madame Dekerlé de France Travail est encore là, mais moi, je veux vraiment féliciter France Travail pour ça, c'est d'avoir construit des communs numériques. On pourra redétailler un petit peu, mais toute l'infrastructure technique qui permet à ces parties qui doivent se coordonner, l'État, les missions locales, le conseil départemental, le CCAS, d'accéder à la bonne info au bon moment, c'est essentiel. Et puis on a une autre forme de commun qui est les communs des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Et ça, c'est l'Académie France Travail, qui est une offre de service mise en place par France Travail au service des acteurs territoriaux pour développer des savoirs, des cultures communes dans l'intervention, l'accompagnement auprès des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du RSA. Et voilà, en résumé,
ce que je veux vraiment souligner sur ces différents modes d'action de l'État, c'est qu'on cherche à outiller et à appuyer les territoires plus qu'à imposer. D'accord, merci beaucoup. Je crois qu'il reste combien de temps à peu près? Parce que je sais qu'on a débordé déjà. On a 30 minutes encore à peu près? Ok, très bien. Alors on va couper la table ronde et puis je vais demander à Marie-Charlotte, ma collègue, de revenir sur scène pour nous présenter cette nouvelle architecture issue de la loi pour le plein emploi que vous avez commencé à décrire, avec donc l'installation des différents comités. Puis après, on rentrera plus en détail effectivement sur cette nouvelle organisation et les moyens à déployer pour s'assurer qu'elle puisse inscrire son fonctionnement dans la durée. Voilà, je t'en prie, Marie. Tour d'expérience. Au final, ça reprend un peu ce que je voulais remettre au clair au milieu de cette table ronde. Donc, je trouve que ça s'enchaîne très bien. Donc, vous l'avez compris, depuis janvier 2024, France Travail est au cœur d'un réseau plus intégré pour créer quelque chose d'unifié, des parcours plus fluides, avec, on l'a dit aussi, une logique de droits et de devoirs qui est renforcée. France Travail, c'est pas seulement un opérateur central, c'est aussi un pivot opérationnel et on l'a évoqué également, il est accompagné par des comités pour l'emploi. Comme vous l'avez entendu, on retrouvera 2 niveaux de comités pour l'emploi, le niveau national, donc le comité national pour l'emploi, et les comités territoriaux qui se déclinent en comités régionaux, en comités départementaux et locaux. Au niveau opérationnel, on voulait simplement vous donner quelques chiffres. Début 2025, la France compte environ 220 comités locaux pour l'emploi, installés sur les 334 prévus. C'est-à-dire qu'on a à peu près 2 tiers des comités qui ont été installés. Et côté coordination, on l'a évoqué aussi sur la dernière intervention, un nouveau système d'information France Travail qui a 3 objectifs majeurs. L'interopérabilité, c'est-à-dire de faire communiquer tous les SI des différents acteurs qu'on a pu évoquer. La création d'un parcours et d'un dossier unique, d'un parcours sans couture, qui est opérationnellement une action très importante bien sûr, et permettre un suivi coordonné. Donc là, le deuxième temps de la table ronde, ce qu'on voulait vraiment, c'était, après ce premier temps de présentation des comités et des premiers retours d'expérience, voir quelles pourraient être, essayer en tout cas de voir les conditions nécessaires pour la poursuite et la montée en puissance de ces actions. Et je te Merci beaucoup. Alors je vais me tourner vers vous, Madame Jean. Merci Marie-Charlotte. Puisque sur votre territoire, un comité territorial a été constitué, un comité local, et donc je voulais en savoir un peu plus, enfin nous voulions savoir un peu plus sur les conditions dans lesquelles ce comité a été installé, savoir s'il était bien accueilli aussi par toutes les composantes, enfin toutes les parties prenantes de la politique de l'emploi sur votre territoire. Et puis, dernière question, est-ce qu'il répondait de fait à un besoin avéré? Est-ce qu'il existait auparavant déjà des dispositifs de coordination, des espaces au sein duquel voilà, vous échangez avec les entreprises ou les demandeurs d'emploi, et puis toutes les autres composantes du service public de l'emploi. Ça fait 3 questions, ça fait beaucoup, donc je vous cède la parole. Je compte sur vous pour me remémorer la question que j'aurais éventuellement oubliée. Alors, notre comité local pour l'emploi au niveau de Strasbourg Eurométropole a été effectivement installé au tout premier jour de janvier de cette année. Il y avait antérieurement déjà des espaces de coordination et d'échange, notamment la Maison de l'Emploi de Strasbourg, que je préside par ailleurs, et qui est vraiment un lieu qui existe depuis 2006, et où nous avons à la fois les différents niveaux de collectivité, donc la ville de Strasbourg, la métropole, le département, la région, les services de l'État, préfecture, DRETS, France Travail, mission locale. Comme nous sommes transfrontaliers, nous avons également des organismes de l'autre côté de la frontière, l'Arbeitsagentur Ortenau notamment, qui est l'équivalent de France Travail côté allemand pour le secteur, le Kreis qui nous correspond, l'université côté français, côté allemand, des branches professionnelles des entreprises. Donc voilà, quelque chose qui tourne très bien depuis 2006, où la confiance s'est installée au fur et à mesure, et je voudrais vraiment insister dessus, parce que tous ces mécanismes de coopération ne se décrètent pas. Bien sûr, on les conçoit et avec la meilleure intention du monde, mais la confiance ne se décrète pas, elle se construit. Et là, au sein de la Maison de l'Emploi, cette confiance s'est construite et a permis qu'on développe plein de choses, que d'une part, on aligne sur le territoire les politiques emploi menées par tous les échelons que j'ai cités, les demandes des acteurs économiques, et de décliner le mieux possible, avec la meilleure complémentarité possible sur le territoire, les politiques des uns et des autres en réponse aux besoins, et d'inventer des dispositifs nouveaux
quand il y a des besoins qui ne sont pas couverts. Donc ça, voilà, c'est des choses qui se faisaient déjà. Et notre premier souci avec la préfète de l'égalité des chances, qui est celle qui a piloté ce travail-là, Marilyn Poulain, ça a été de surtout ne pas déconstruire ce qui existe déjà. Il faut construire un CLE, on construit un CLE. Mais surtout ne pas décourager les acteurs qui sont engagés dans des actions auparavant, ne pas donner l'impression que le CLE va s'y substituer, même s'il y ressemble pas mal. Et du coup, notre volonté a été, en installant le CLE, d'en faire un objet un peu différent de la Maison de l'Emploi, pour le coup, et avec une représentation, d'une part, des syndicats de salariés, ce qui n'est pas le cas. Alors après, voilà, on a nos marges de manœuvre, hein. Tous les CLE n'ont pas fait pareil. Voilà, nous, on a choisi de faire cela, d'inviter les syndicats de salariés à y être présents, d'inviter des acteurs du monde social que nous avons moins au niveau de la Maison de l'Emploi, qui est plus orienté acteur économique, et de ce fait, voilà, d'être sur un angle plus large, d'inviter également les acteurs correspondant à ces fameux freins périphériques, par exemple l'ARS. L'Agence régionale de santé est représentée parce qu'on voit que de plus en plus les questions de santé, notamment de santé mentale, sont un frein qu'il faut traiter avant d'aller vers la possibilité de retourner à un emploi. Voilà, donc on a essayé de mettre autour de la table vraiment très très largement tous les acteurs concernés par la question d'emploi, et de surtout sécuriser les uns et les autres parmi les acteurs existants sur le fait que le CLE n'a pas vocation à se substituer, mais bien de contribuer à faire bien travailler ensemble tous ceux qui existent déjà, et puis éventuellement combler des trous dans la raquette s'il y en a. Donc vous avez maintenu les dispositifs de coordination préexistants, Complètement. tout en vous assurant effectivement de ne pas créer de doublons entre les deux structures. On a démarré en janvier, donc oui, mais j'allais vous interroger sur... C'est un peu tôt pour dire qu'on aura... Voilà, mais en tout cas, on a cette vigilance. En l'ayant installé, nous avons vraiment eu cette vigilance pour ne surtout pas perdre avec un outil qui est quand même nouveau, qui doit encore faire ses preuves d'efficacité. La première réunion du CLE, elle a fait un peu peur à un certain nombre de gens parce qu'on était très nombreux. Et un certain nombre de personnes ont dit mais on ne travaille pas efficacement à si nombreux. Et d'ailleurs, la première chose qu'on a faite dans cette grande plénière, ça a été d'affirmer les grands principes, mais surtout de dire qu'après, on va travailler en groupe de travail sur les sujets qu'on a identifiés ensemble. Et les 3 premiers axes de travail qui ont été priorisés, on vient en fait pas mal d'en parler. Le premier est autour des freins à l'emploi en termes de posture, de pratique personnelle et de maîtrise du français. Donc la question du FLE, du français langue étrangère, qui est venue très très fortement. Un deuxième axe autour de la méconnaissance réciproque et des mauvaises représentations réciproques qu'on peut en voir entre tous les acteurs, entre les acteurs publics et les acteurs privés. Voilà, les acteurs publics sont toujours taxés du point de vue des acteurs privés, que ce soit trop long, trop lent, qu'on n'aboutit jamais à rien, que venir à une réunion avec les acteurs publics, ça sert à rien parce que ça débouche jamais et qu'ils ont du temps à perdre et pas les acteurs privés. Je fais un peu court, mais c'est quand même à peu près comme ça qu'ils l'expriment. Du côté des acteurs publics, on soupçonne parfois les acteurs économiques de n'être intéressés que par leur intérêt propre et d'être incapables de se projeter dans quelque chose qui relève de l'intérêt général, et que donc c'est pas la peine non plus à ce titre-là de travailler avec eux. Les employeurs qui pensent que la génération Z, de toute façon, c'est que des feignants et qu'ils veulent pas travailler, voilà, et qui pensent pas comme nous. Et les jeunes de la génération Z qui parfois s'imaginent que les entreprises, c'est marche ou crève. Bon, tout ça. Et encore d'autres. Donc voilà, on va travailler ensemble à essayer aussi de lever tous ces freins, et y compris les freins qui peuvent venir du côté des parents, qui ont pu vivre eux-mêmes des situations professionnelles et dire à leurs enfants de surtout ne pas aller vers tel métier, alors qu'en fait, entre le moment où ils les ont vécus et ce que vont vivre leurs jeunes, il y a une génération de différence et que des choses ont changé. Bref, voilà, il y a beaucoup de choses dans les représentations à faire. Et puis donc, notre troisième angle, c'est autour de ces fameux freins périphériques à l'emploi, et notamment identifier tous les acteurs qui interviennent dessus. Et c'est un atelier auquel j'ai personnellement participé. On était tous épouvantés par le nombre de pages de paperboard qu'on tournait au fur et à mesure qu'on listait tous les acteurs, en disant mais mon Dieu, il y en a plein. Et en fait, on se rendait bien compte qu'autour de la table, chacun en connaissait quelques-uns, mais personne ne les connaissait tous, et on avait un vrai besoin de connaissances mutuelles, et ensuite peut-être d'alignement des politiques. Donc voilà un peu la façon, l'esprit dans lequel on travaille. Mais vraiment, je voudrais insister là-dessus, la confiance ne se décrète pas, elle se construit. C'est par le fait de travailler ensemble sur des sujets très concrets, sur des sujets opérationnels, qu'on arrive à construire la confiance entre acteurs, et puis au-delà des acteurs, surtout d'apporter des réponses
concrètes aux besoins des entreprises et des personnes en recherche d'emploi. D'accord, merci beaucoup. Mais je vais peut-être remonter de plusieurs crans en me tournant vers vous, Monsieur Darnan, puisque je sais que la DGCS est représentée aussi au sein du Comité national pour l'emploi. Donc vous y siégez pas personnellement, mais votre direction y est représentée. Donc je veux savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus sur cette première année de fonctionnement, puisque de mémoire, le comité a été installé au mois d'avril dernier, mars-avril dernier. Et donc depuis, il a déjà produit un certain nombre de travaux, les critères d'orientation notamment pour les demandeurs d'emploi, les indicateurs du pilotage pour le réseau pour l'emploi, enfin bon, voilà, toutes ces choses-là qui ont été réalisées en moins d'un an. Donc peut-être si vous pouvez nous donner quelques éléments, un premier bilan sur le fonctionnement de cette nouvelle instance. Bah, moi, il me semble, enfin, sur la gouvernance, là, on a bien vu, on a un Ouais. niveau central et niveau territorial. Et si je devais donner mon avis, je vous dirais que le niveau local a plus d'importance parce qu'il est vraiment décisionnaire. Et il produit des choses, il produit des feuilles de route, des priorités, des diagnostics. Le Comité national pour l'emploi, pour autant, a beaucoup d'importance et c'est un lieu avant tout de concertation. C'est ça peut-être le distinguo que je fais, qui vise à assurer que les parties prenantes nationales, elles sont très larges. On a les partenaires sociaux, on a tous les opérateurs publics, parapublics, des représentants du monde privé qui sont là. Et c'est de s'assurer qu'on a un consensus sur un certain nombre d'outils ou de moyens d'action à une maille générale. Parce que c'est toujours en bas, au niveau du terrain, ensuite, que ça va se décliner à la main des acteurs locaux. Mais typiquement, les référentiels d'insertion qui pourront être proposés aux travailleurs sociaux, aux conseillers en insertion professionnelle, ils passent à un moment donné dans des groupes de travail. Alors le CNE en fait est subdivisé en commissions, ce qui lui permet de se mettre en ordre de marche et en ordre de travail, notamment une commission inclusion dans l'emploi qui s'intéresse en particulier aux problématiques des plus éloignés de l'emploi. Madame la vice-présidente de l'UNCAS l'évoquait, et via cette commission et en accord avec tout le monde, on met sur la table les problématiques. Alors en général, après, c'est les administrations ou les opérateurs derrière qui moulinent et qui font des propositions, mais on essaye de trouver des éléments de consensus sur, par exemple, les méthodes. Qu'est-ce que ça veut dire d'activer le bon accompagnement pour des personnes très éloignées de l'emploi en termes de posture du travailleur social. Et on a des travailleurs sociaux qui, historiquement, ne sont pas toujours habitués à amener leurs usagers vers l'emploi. Et donc, voilà. Pour vous donner une illustration de ce qu'on essaie de produire avec le CNE, c'est quand même surtout du consensus avec les parties nationales pour s'assurer qu'on ne parte pas dans la mauvaise direction. Et ce que ça produit, c'est des éléments de cadrage qui sont ensuite, ou l'outillage qui sont mobilisables, utilisables par les acteurs locaux et les comités locaux. Mais encore une fois, je suis assez convaincu que c'est au niveau régional, départemental et local que se joue le plus, fort. D'accord. Je me tourne à vous, Monsieur Dussopt, puisqu'on a commencé à l'évoquer. Effectivement, ces comités, pour fonctionner, ils ont besoin de confiance réciproque, ils ont besoin aussi d'être outillés. Selon vous, qu'est-ce qui revêt un caractère absolument indispensable pour s'assurer que tous ces comités puissent pleinement fonctionner au service de la politique de l'emploi, et notamment, alors quand je dis tous ces comités, je parle en priorité des comités locaux à l'échelle des bassins d'emploi. Quels sont selon vous Je pense que ce qui est le plus utile aux comités locaux aujourd'hui, c'est du temps. C'est du temps parce que cela a été dit, il y a 2/3 des comités qui ont été installés au niveau local depuis janvier 2025. C'est la date clé qui était prévue pour le déploiement des comités. Donc il faut les au bout de la généralisation et de l'installation partout, et laisser à ces comités le temps de trouver leur marque. Madame l'a dit tout à l'heure, Madame la vice-présidente l'a dit, le comité s'installe à Strasbourg en s'appuyant sur ce qui existe déjà. Mais d'une part, tous les territoires ne sont pas Strasbourg, c'est-à-dire tous les territoires n'ont pas la chance d'avoir une maison de l'emploi et autant d'acteurs déjà coordonnés. Là où c'est le cas, c'est très bien. Et il faut que les comités locaux viennent en plus. Moi, je partage 1000 fois quand vous dites pas de substitution. Ou si substitution il y a, c'est de plein accord pour faire en sorte d'harmoniser, d'éviter les doublons et de trouver les bons espaces. Et puis, au travers de ces comités et de leur nouvelle gouvernance, pouvoir associer des acteurs qui n'étaient pas nécessairement dans les espaces de coordination qui existaient. Et vous disiez à juste titre qu'à Strasbourg, c'est plutôt la partie sociale, l'insertion, qui trouve sa place grâce au comité local, alors qu'elle l'avait un peu moins, mais c'est classique, dans les maisons de l'emploi. Donc un petit peu de temps et une capacité de différenciation. Lorsqu'on a écrit la loi, et notamment sur la gouvernance, on a beaucoup travaillé sur la question de la gouvernance du comité national, des comités régionaux et des comités départementaux.
avec finalement quelque chose d'assez simple, puisqu'au niveau départemental, régional et national, dire que la coprésidence était assurée par les départements avec l'État au niveau départemental et les régions au niveau régional, ça tombait sous le sens. Je dis cela, je passe sur quelques courriers que j'ai reçus ici ou là de régions me demandant d'assurer le pilotage des comités départementaux ou inversement de départements considérant qu'ils auraient été plus légitimes pour assurer le comité régional. Nous avons aussi travaillé sur la composition du comité national. Il est vaste. Et tout à l'heure, vous disiez que tout le monde était surpris du nombre d'acteurs intervenant sur telle ou telle thématique de l'emploi. Lorsqu'on regarde l'intégralité des acteurs, c'est très long. Et je peux vous assurer que quasiment chacun d'entre eux souhaitait avoir une place au comité national. J'avais une liste longue comme le bras de candidats pour le comité national, y compris de celles et ceux qui considéraient que ce comité ne servait à rien et qui s'opposaient au projet de loi, mais qui, quand même, au cas où, demandaient à pouvoir y siéger et apporter à la discussion. S'il y a un point sur lequel je ne voulais pas, et où il a fallu d'ailleurs tenir bon d'une certaine manière, que l'on entre dans le détail de la gouvernance, c'était la question des comités locaux. Parce que c'est au niveau des comités locaux que le principe de subsidiarité doit être le plus fort. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Et laisser aux élus, aux acteurs locaux et à ceux qui ont déjà l'habitude de travailler ensemble ou qui vont devoir prendre cette habitude, déterminer qui est le plus à même de copiloter les politiques d'emploi, ou plutôt les définitions des orientations et du cadrage, thème par thème ou à l'échelle d'un bassin d'emploi. Et là où la mobilité est importante, je le redis, l'intercommunalité est évidemment pilote. Là où ce sont les questions de pauvreté, on retrouvera les départements et les centres communaux d'action sociaux. Donc surtout, nous nous sommes battus pour que des amendements, parce qu'il y en avait, qui proposaient de figer d'une certaine manière l'organisation des comités locaux, ne soient pas adoptés. Parce que bien souvent, ces amendements partaient de situations qui fonctionnaient localement et que les élus voulaient inscrire dans la loi pour être sûrs de pouvoir en garantir la pérennité, au risque d'obliger l'ensemble des autres comités territoriaux à adopter les mêmes modalités que celles qu'eux avaient expérimentées. Donc de la souplesse, de la diversification, des moyens. Il y en a du côté de France Travail. Il y en a aussi par la mutualisation, le partage de toutes les ressources qui existent au niveau local, qui sont mobilisées, qui l'étaient parfois de manière un peu fragmentée ou disparate et qui trouvent là l'occasion d'être pleinement optimisées. D'accord. J'allais peut-être aussi vous interroger sur on va dire, l'infrastructure de cette nouvelle coopération, puisque dans le rapport de préfiguration France Travail, on trouvait de longs passages consacrés à la question de l'interopérabilité des systèmes d'information. Effectivement, pour que vous puissiez piloter vos actions à l'échelle de chaque territoire, il vous faut de la donnée. Vous appuyez sur des diagnostics assez précis de la situation, la main-d'œuvre des employeurs sur le territoire. Cette composante-là, on la retrouve dans le rapport de préfiguration, on la trouve aussi dans la loi pour le plein emploi. Quel regard vous portez sur ces sujets-là? C'était, pardon de cette familiarité, mais oui. C'était le passage le moins sexy du rapport et de la loi. Mais c'est aussi le passage clé, cette question de l'interopérabilité et du système d'information. On part d'un principe qui est que le bon accompagnement est un accompagnement qui dure. On s'adresse et on souhaite accompagner des personnes qui sont dans la difficulté. Et je le redis, il faut toujours penser que ce système est pensé pour raccompagner vers l'emploi celles et ceux qui n'avaient pas réussi à en trouver le chemin dans les années qui ont précédé, et donc celles et ceux qui rencontrent le plus de difficultés. Parmi les différents motifs de rupture de parcours et de sortie des radars du système d'insertion et du système d'emploi, il y a le changement d'interlocuteur et le changement de structure. Parce que les liens de confiance qui se sont établis entre un allocateur et un travailleur social, un conseiller pour l'emploi, sont des liens qui sont extrêmement importants. Et si vous changez d'interlocuteur tous les 6 mois ou tous les 3 mois, à un moment, vous finissez non seulement par vous lasser, mais aussi par perdre confiance. Donc l'idée est d'avoir la meilleure orientation possible, d'où un diagnostic plutôt double regard, c'est-à-dire regard emploi, regard social, et dans tous les territoires d'expérimentation pour les allocataires du RSA, le côté double diagnostic, c'est-à-dire premier rendez-vous réalisé entre un futur allocataire et un travailleur social accompagné d'un conseiller Pôle emploi, France Travail, c'est ce qui marche le mieux, parce que ça permet la bonne orientation, et la bonne orientation permet de garder le même conseiller, la même structure le plus longtemps possible, et donc de créer ces liens de confiance et ces conditions de réussite. Mais pour ça, il faut que les systèmes de données puissent fonctionner. Et que lorsqu'il y a changement d'interlocuteur, et souvent ça peut être pour une bonne raison, c'est-à-dire une employabilité améliorée, le passage d'une situation de grande précarité ou d'accompagnement très dense à beaucoup plus d'autonomie, ou simplement une évolution, c'est-à-dire le passage du changement d'âge et le passage de la mission locale à un système plus classique type France Travail. Il faut qu'il n'y ait pas de couture et que ce soit fluide pour l'allocataire comme pour les travailleurs sociaux et les conseillers en emploi qui soient en capacité de savoir quelles ont été les formations suivies, quelles ont été les difficultés rencontrées pour qu'il n'y ait pas tout à refaire en termes de diagnostic lorsque vous changez de structure et d'interlocuteur. Donc ce système est important. Et puis par ailleurs, tout à l'heure vous disiez qu'il faut établir des liens de confiance. La confiance passe aussi par la transparence.
Nous n'avons pas touché une virgule du Code général des collectivités de la répartition des compétences entre l'État et les collectivités, entre les collectivités elles-mêmes. Et donc, par exemple, sur les questions de RSA, il y a des possibilités de sanctions qui existaient, qui étaient mises en œuvre de manière extrêmement hétérogène, et nous avons créé la possibilité d'une sanction intermédiaire avec la suspension, qui reste à la main des conseils départementaux, et en particulier des présidents de conseils départementaux. Ça reste une de leurs prérogatives. Mais dès lors que le service de l'emploi, et notamment France Travail, constatera par exemple une absence totale de participation à des activités d'insertion, de formation et d'accompagnement, et donc le non-respect du contrat signé par l'allocataire et le service public de l'emploi, que France Travail signalera au département des manquements répétés qui nécessitent une forme de sanction, quel que soit le niveau de la sanction. Le président du département pourra, parce que c'est sa compétence, soit mettre en œuvre la sanction, soit refuser de la mettre en œuvre. Et c'est sa compétence, on ne revient pas dessus. Par contre, pour que ça marche, il faut que ce soit transparent et tous les acteurs le sachent. Le sachent pour savoir exactement ce qu'il en est de la personne, puis le sachent aussi parce que la gouvernance, ça n'est pas seulement vis-à-vis de celles et ceux qui sont les bénéficiaires ou les personnes adressées de la politique publique, pour ne pas dire les cibles. La gouvernance, c'est aussi la relation entre ceux qui participent à la mise en œuvre de la politique. Et assumer ou non sa responsabilité en matière de sanctions, c'est un choix politique, mais dont il faut rendre compte tout simplement parce que ça participe de cette confiance et de cette transparence dans les décisions qui sont prises par les uns et par les autres. D'accord, merci beaucoup. Donc j'entends confiance, transparence. Je me tourne vers vous, Joël, puisque je sais que vous avez contribué. Alors, vous faites partie d'ailleurs d'une équipe pluridisciplinaire sur le territoire de Nice, je crois, qui propose. Alors vous intervenez sur le volet santé, au sein d'une équipe qui propose un accompagnement global à des personnes en situation de très grande précarité. C'est une initiative dont vous êtes très fiers et qui a priori a connu un certain succès. Donc j'aurais voulu vous interroger sur justement les bonnes pratiques, ou en tout cas les meilleurs moyens ou les meilleures manières de faire travailler ensemble des gens qui appartiennent à des structures différentes, qui interviennent dans des domaines de compétences différents, mais qui se retrouvent autour d'un objectif commun. Donc je vous ai interrogé effectivement si vous avez quelques bonnes pratiques à nous partager ou des enseignements à tirer de ces initiatives. J'ai quelques remarques sur ce sujet, mais juste avant, permettez-moi une phrase pour compléter ce que dit le ministre, et surtout insister sur un point, l'universalité de la déclinaison de vos actions sur le territoire. Quand ces actions sont pilotées par le département et l'État, avec toutes les bonnes règles de conduite, veiller à ce que les inimitiés politiques ne sanctionnent pas la distribution de financement à des CCS ou à des communes, parce que le président du Conseil général ne s'entend pas avec le président de la métropole ou de la commune. J'ai un exemple très précis sur mon territoire, malheureusement, où des financements ont été supprimés au CCAS qui accompagnait des chômeurs, des M, des personnes isolées, SDF, RSA, ou des arrêts de financement du PLI, qui est une action parallèle à ce que vous portez. Donc vraiment, j'insiste là-dessus parce que j'ai mon exemple, mais malheureusement sur le territoire de la France, il y en a d'autres où parfois les inimitiés politiques font que le fonctionnement dérape. Je suis désolée de le dire parce que c'est trop dommage. C'est trop dommage que ça en fasse les frais. Et c'est là que je parle d'universalité de l'action. Je reviens très vite, par contre, sur effectivement quelque chose qui m'enthousiasme. Après avoir participé aux travaux du SPI, où je passais mon temps à dire qu'il fallait prendre une approche à 360 degrés, il se trouve qu'avec ma casquette de médecin généraliste urgentiste, on m'a demandé de participer à une association qui accompagne les personnes chômeurs longue durée dans le parcours emploi-santé. Et alors là, vraiment, j'ai un témoignage absolument que je veux porter haut et fort. Quand ça marche, il semblerait que peut-être ça ne marche pas à tous les cas, mais vous avez des tableaux d'évaluation, des tableaux de bord qui vous permettent d'évaluer l'action d'un certain nombre d'associations. Et je participe à une association qui travaille sur le bassin cannois et sur le bassin de Saint-Laurent-du-Var, des petites communes, enfin des communes un peu plus petites que Nice sur mon territoire. Les publics, c'est des personnes qui sont éloignées de l'emploi, chômeurs longue durée. Quand on voit leurs problématiques, souvent des problématiques de santé, pour ceux qui arrivent dans notre dispositif,
et pas du tout des gens qui ont décidé de ne pas travailler. Souvent, c'est des personnes de plus de 50 ans, mais on a des jeunes. Ça peut être des cancers, ça peut être une hémiplégie, ça peut être des personnes usées par le travail à 55 ans quand ils ont été maçons toute leur vie ou femmes de chambre toute leur vie. Les radios le montrent. Et donc, l'approche, elle est absolument pluridisciplinaire avec une assistante sociale, une psychologue, le médecin de l'étape que je suis et bien sûr le profileur, ou je ne sais pas comment vous les appelez, de l'emploi. C'est-à-dire qui va décortiquer toutes les compétences et capacités de l'emploi. Il faut savoir que parfois, dans ces personnes, on a des réelles compétences, mais qui ont été éteintes. On se retrouve avec des personnes qui sont complètement découragées et qui fondent dans l'arme dès le premier entretien, où on leur dit « mais ne vous découragez pas, on va aller jusqu'au bout et on va vous accompagner ». Ils fondent dans l'arme en me disant « c'est la première fois qu'on prend en compte ma situation ». Et qu'on est prêt à me mettre sur les voies. Le constat aussi, malheureusement, ça a été un peu abordé, c'est la méconnaissance par un certain nombre d'acteurs de tous les outils. Parce qu'en France, on a quand même, aussi bien en accès de l'emploi qu'en social, beaucoup de solutions. On ne les connaît pas forcément. Mais quand un médecin dit effectivement à une personne, mais on ne voit pas votre handicap, il n'y a pas de raison de faire de certificat, ou un patient demandeur longue durée qui est hémiplégique, à qui on n'a jamais parlé d'invalidité ou de reconnaissance de travailleur handicapé ou d'allocation adulte handicapé, quand ce n'est pas tabou, quand c'est justifié et bien employé, ça demande aussi à retravailler les uns et les autres, et les agents et les travailleurs de tous ces domaines, dans la connaissance. Certes, elle évolue très vite, donc il faut se mettre au courant très souvent. Mais Joël, je vais être désolé, je pense qu'on va devoir conclure parce que je vois qu'on a déjà largement dépassé. Le maître mot, c'est de redonner la confiance aux gens, de les reprendre en compte pour ce qu'ils ont, de les remettre sur les rails, et je vous garantis que ça marche quasiment à 85%. Vous aurez le mot de la fin, un mot empreint d'espoir. Donc merci beaucoup. Je vais céder la parole. Ah, peut-être, on a le temps pour les questions ? Ok, on a 5 minutes, donc 2 questions, pas plus. Oui, bonjour, je suis Elisabeth Dartigue. Mon entreprise travaille dans l'insertion et fait partie des entreprises qui ont fait des expérimentations sur les bénéficiaires du RSA. Donc la table ronde sur la gouvernance, croyez-moi, c'est très compliqué quand on fait partie de ces entreprises de l'autre côté. Donc je me réjouis de ces nouveaux comités parce que j'en attends beaucoup. Mais concernant cette gouvernance, quand nous on accompagne les gens, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est que, en l'occurrence, les appels à projets étaient avec France Travail, c'est de ne pas être seul sur le terrain et d'avoir un lien avec le donneur d'ordre en permanence fait que les succès soient vraiment décuplés en permanence. Ça, c'était la première chose. Et en fait, c'est pas toujours intégré que le donneur d'ordre soit toujours là, et on voit les effets vraiment assez différents. Et mon deuxième point, c'est qu'on parle beaucoup des problèmes sur, par exemple, le logement, etc., les problèmes de pure assistance sociale. Mais il y a quelque chose aujourd'hui sur les chômeurs longue durée, les bénéficiaires du RSA dont on ne parle jamais, c'est juste l'isolement social. Et en fait, je vois bien que c'est très compliqué de trouver des solutions, mais juste pour faire en sorte que les gens parlent à une personne au moins par mois. On n'en est même pas par semaine. Hein. Nous, notre travail, c'est déjà de les accompagner pour qu'ils disent bonjour à des gens. Et ce qui est le premier accès pour l'insertion par le travail. Et aujourd'hui, il y a un vide sur cette question-là. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait agir ? Peut-être, si vous me permettez, sur le deuxième point. D'abord, parce que le premier était plus une remarque de satisfaction, donc tant mieux. Mais sur le deuxième point, c'est majeur et ça montre que derrière ces politiques de l'emploi, ces politiques d'insertion, il y a à la fois des choses que l'on met dans la loi, il y a des choses que l'on met dans le décret, puis il y a des choses qui relèvent de la pratique et qui ne doivent surtout pas être trop encadrées, justement, pour laisser de la latitude. Je l'évoquais tout à l'heure pour la gouvernance des comités locaux. C'est la même chose pour les actions mises en œuvre dans le cadre des 15 heures d'activité. Nous avons rappelé les principes. Pas de travail gratuit, pas de bénévolat obligatoire et de la personnalisation. Mais nous n'avons pas listé les actions qui relèvent des 15 heures
Parce que si nous listons dans la loi les actions relevant des 15 heures, ça signifiait après que les acteurs sur le terrain allaient pouvoir mettre en œuvre les actions listées par la loi, mais pas d'autres actions, parce que nous n'aurions tout simplement pas pensé, sauf à encore modifier la loi. Donc on a laissé la plus grande liberté. Ça nous a exposé à quelques sarcasmes, parce que finalement, nous étions plutôt sur un registre de bonnes pratiques pour ce qui concerne cet accompagnement. Et dans le rapport de préfiguration du projet France Travail de modernisation de l'accompagnement qu'avait rédigé Thibaut Guilly, il y avait à la fin en annexe des exemples d'activités possibles dans le cadre des 15 heures et quelques sarcasmes, parce que je me souviens d'une audition en commission où, on va dire, sur la partie la plus à droite de la commission, pour ne pas dire très 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 à droite, ainsi que les amis des élus du département de Madame la vice-présidente de l'UNCAS, on me disait, mais qu'est-ce que c'est que cette liste d'activités dans laquelle vous mettez qu'un allocataire du RSA pourrait, dans le cadre des 15 heures, être amené à participer à un repas partagé avec les allocataires au sein d'un centre social, ailleurs d'une mission locale ou encore dans un local du service public de l'emploi. Mais en réalité, c'est une profonde méconnaissance de la situation de grande précarité, parce que le parcours progressif vers l'emploi peut, pour des personnes qui parfois sont RSA depuis que le RMI existait, ce sont aussi ce type d'action et de reconnexion avec la société et de cette capacité finalement à être et à dire des choses à ceux qui nous entourent qui comptent avant même d'envisager d'aller dans un stage, d'aller dans une entreprise. Il faut aussi retrouver suffisamment de confiance pour le faire. Donc moi, je suis très fier que la loi se mette en œuvre et qu'au fur et à mesure où elle se met en œuvre, les sarcasmes sont remplacés plutôt par des bilans et des études de résultats qui sont positifs. Ça vient briser 2 ou 3 préjugés, c'est pas plus mal aussi. Ça fait du bien dans la période actuelle et ça permet aussi d'avancer et de dire que par des actions comme celle-ci, on peut y arriver. Vous savez, le RSA, tout à l'heure je disais que c'était un échec. Pardon, parce que je suis sûr que je suis trop long, mais je dépasse presque exprès. Quand on a écrit la loi, il faut avoir en tête que l'étude de la Cour des comptes, qui a été rappelée tout à l'heure dans une première table ronde, disait que 7 ans après une première inscription au RSA, 42% des allocataires étaient toujours, soit de manière continue, soit de manière alternative, allocataires du RSA. 7 ans après. 7 ans, c'est une vie. Ça explique que dans des familles, vous avez des générations successives d'allocataires. Et sur les 58% qui n'étaient plus allocataires du RSA, une partie d'entre eux avaient basculé dans d'autres dispositifs, la retraite, l'allocation adulte handicapé. Certains étaient malheureusement sortis des radars, soit parce que non identifiables, et puis une part d'entre eux, à l'échelle de 7 ans, malheureusement, c'est la vie, pouvaient aussi avoir connu un décès. Et seuls 33% étaient en emploi. Et sur les 33%, 22 occupaient un emploi précaire et 11 un emploi stable. Donc si on n'arrive pas à apporter des réponses un peu nouvelles pour accompagner et permettre d'aller chercher les plus fragiles, ce constat et cet échec finalement d'une politique d'insertion et de réinsertion aurait été un échec prolongé. Donc faisons le pari, 1, de la subsidiarité, 2, de l'innovation, et puis peut-être aussi, je reprends ce qui a été dit autour de moi, de la confiance, à la fois entre acteurs et puis pour les usagers, les allocataires que l'on veut accompagner. Merci beaucoup. Je pense qu'on ne prendra pas d'autres questions. Donc merci à tous pour la qualité de ces échanges. Merci à Marie-Charlotte et merci à Vaiana aussi qui a contribué à la préparation de cette table ronde et qui doit se cacher quelque part là-haut. Elle est là-haut, là-haut, je la vois. Donc je vais te céder la parole, Jade.